Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Réinventer l'expérience client grâce au digital. Je suis Michel Moutou, directeur conseil Paris-Île-de-France chez ICI, ICI cabinet en transformation digitale. Nous intervenons à différentes phases des programmes de transformation digitale au sein des entreprises, aussi bien en amont dans la définition d'une stratégie, d'une roadmap digitale, que dans la mise en place de programmes de transformation de la relation client, que au niveau de la direction de programme, de la conduite au changement et autour des sujets qui tournent au sujet de la data. Réinventer l'expérience client grâce au digital, c'est vrai que à l'aune du digital, tout est permis, tout est possible et on a une expérience client, une relation client qui est complètement bouleversée, transformée et les différents acteurs, entreprises quelles qu'elles soient, ont aussi à se réinventer par rapport à la relation qu'ils ont ou qu'ils entendent avoir aussi avec leurs clients. Dans une courte introduction, je vais évoquer ce qu'est l'innovation ou comment je la conçois, notamment par rapport à l'expérience client. C'est important aujourd'hui d'être innovant. Dans une deuxième partie, je rappellerai ce que je considère comme étant les fondamentaux de la relation client. C'est vrai qu'on parle de l'expérience client, donc la relation client est une partie de l'expérience client. C'est intéressant de remettre en place quelques fondamentaux et surtout de voir comment ces fondamentaux ont évolué, un, au fil du temps et deux, par rapport aux nouvelles attentes des clients. Dans une troisième partie, concrètement, sur des retours d'expérience, je vous donnerai des éléments pour réussir son programme de transformation et je terminerai par quelques clés, quelques idées, quelques réflexions, quelques pistes qui vont vous permettre dès à présent d'initier vos programmes de transformation ou si ils sont en cours, peut-être d'avoir des éclairages. Réinventer l'expérience client grâce au digital. Je voulais d'abord faire un petit focus sur l'innovation. C'est vrai que pendant de longues années et encore aujourd'hui, la stratégie marketing, la stratégie produit est quand même très orientée autour de la valeur que peut apporter un produit à mes clients. Et donc, on compare finalement la valeur qu'elle apporte par rapport à l'effort que je fais pour concevoir ce produit ou service, clairement par rapport à mon investissement. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une stratégie où on se dit quel produit je vais pouvoir mettre à disposition et quel service et à quel coût. Et à ce jeu-là, finalement, dans un environnement concurrentiel, vos concurrents vont faire la même chose. Et celui qui gagnera, c'est celui qui aura la plus grande efficacité opérationnelle, c'est-à-dire la plus grande marge, et qu'à un moment donné, vous allez tous être au même niveau, parce que vous allez tous maîtriser vos cycles de production, vos cycles de conception, pour avoir le coût relatif le plus faible possible. Et vous allez atteindre ce qu'on appelle la frontière de productivité. La frontière, pardon, de productivité. Le risque quand vous atteignez cette frontière de productivité, c'est que vous n'êtes pas différenciant. Et pourquoi un client accepterait de prendre votre produit plutôt qu'un autre alors que vous êtes au même prix? Ce qui est important dans l'expérience client, dans la relation client, c'est vraiment choisir votre positionnement stratégique. Qu'est-ce qui fera que vous allez être différenciant par rapport à vos concurrents, que vous allez être sur un segment nouveau, un segment stratégique, et que vous allez finalement proposer une nouvelle valeur, de nouveaux produits et services à vos clients, et qui eux, seront vraiment prêts à payer le prix du produit ou du service. Donc c'est vraiment important finalement de franchir cette frontière de productivité pour chercher réellement des positionnements stratégiques. L'arrivée de nouveaux acteurs, c'est vrai que c'est la période où il faut changer, se transformer, et les entreprises sont maintenant sur des terrains où ils peuvent être, entre guillemets, complètement disruptés, complètement challengés. Il y a de nouveaux acteurs qui ont des positionnements ou qui avaient des positionnements différents, qui viennent sur votre positionnement, qui viennent vraiment prendre des parts de marché sur vos produits, vos services, vos clients. Je pense notamment à la grande distribution, au-delà de son métier historique qui est fournir des produits dans le domaine de l'agroalimentaire. La grande distribution est maintenant clairement mise sur des produits de type banque, de type assurance,
profitant déjà d'un parc de clients existant et d'un réseau de distribution assez bien maillé. Deuxième série d'acteurs qui viennent bouleverser un petit peu la donne, c'est les GAFAM, les équivalents chinois BATX, et puis on parle beaucoup aussi des entreprises qui sont dans l'ubérisation, je pense notamment à Netflix, Tesla, Airbnb et Uber. Et enfin, autres acteurs qui viennent un petit peu disrupter et bouleverser la donne, ce sont vraiment toutes les startups, même si toutes les startups ne percent pas, ne réussissent pas. On a des startups, notamment je pense aux fintech, dans le domaine de la banque et de l'assurance, qui se positionnent sur des créneaux bien particuliers, sur une partie du cycle ou de l'expérience client, sur une partie de l'offre, une partie du service. Donc quelque part, dans ce contexte avec un environnement beaucoup plus concurrentiel, vous devez vous transformer en même titre que vous transformez votre relation client et l'expérience que vous avez avec vos clients. Et je vais rappeler quelques fondamentaux de la relation client et comment justement ces principes ont évolué au fil des années. Pendant effectivement de longues années, le marketing était dicté par les 4P de Michael Porter, qui sont vraiment très centrés, orientés produits. Place, c'est aussi comment je vais travailler sur mes points de vente, mon réseau de distribution, avec une forte composante sur le prix. Et enfin, promotion, c'est comment je vais commercialiser et distribuer ces produits. Donc c'est vrai qu'on avait une stratégie qui était très orientée produit et très orientée, je dirais, interne entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, finalement, considérait qu'elle avait raison et que c'est elle qui mettait en place les produits et que c'était aux clients de s'adapter. Maintenant, on est dans une vision tout autre. C'est l'attention aux clients, c'est peut-être moins dans du quantitatif, et beaucoup plus dans du qualitatif. Et c'est là qu'on va toucher réellement les attentes du client. Donc, on passe vraiment du 4P au 4E, avec déjà l'émotion. Qu'est-ce qui va faire que finalement l'acte d'achat d'un produit ou service d'un client, il sera beaucoup plus conditionné par l'émotion que ça représente pour lui, cet objet ou cet service, et non plus par rapport à la finalité du produit ou du service ou au prix. Deuxième élément important à prendre en compte, c'est l'expérience. Qu'est-ce qui va faire que finalement, au travers de sa relation avec l'entreprise, le produit ou le service, le client va vivre une ou plusieurs expériences. L'exclusivité, un client, effectivement, s'attend à ce que l'entreprise soit complètement exclusive, c'est-à-dire qu'il s'attend à ce qu'il soit considéré comme une personne, un tuteur personnel, et pas comme faisant partie d'un groupe de personnes ou d'un segment ou d'une communauté. Et enfin, l'engagement, c'est qu'est-ce qui va faire finalement que le client il va se retrouver dans ce que représente la marque et l'entreprise. Un exemple qui est le cas de la Maïf, où son directeur général, Pascal Demurger, a complètement transformé l'entreprise. Et lui, le pari qu'il fait pour lutter justement contre les GAFA, c'est de se dire que les sociétaires, les clients de la Maïf vont choisir la Maïf par rapport à l'image que représente la Maïf, notamment par rapport à ce que fait la Maïf avec des impacts sociétaux et environnementaux. Et la Maïf est une des premières entreprises qui a mis en place l'entreprise à mission, qui justement fait en sorte que quelque part, quand vous choisissez la Maïf, vous choisissez surtout des valeurs et d'engagement de l'entreprise. Les habitudes du consommateur, elles ont été complètement bouleversées, transformées. Premier point, il veut tout faire depuis son mobile. C'est vrai que le mobile est devenu un élément incontournable. On a beaucoup plus maintenant de mobinautes que d'internautes, et c'est vrai que c'est cet objet qui va permettre réellement pour vous d'accéder aux clients. Deuxième élément à prendre en compte, c'est un client, si cela est trop compliqué, il abandonne. Vous pouvez avoir des parcours complexes, vous pouvez avoir des fonctionnalités, des options. À un moment donné, le client, s'il voit que c'est trop compliqué, que c'est pas simple, il abandonne. Il peut aussi y avoir des problèmes techniques de performance, un temps de réponse pas suffisamment court, des délais d'attente, une interruption dans le parcours. Tout ça fait qu'à un moment donné, le client, comme il a le choix, il va s'arrêter, il va abandonner. Vous avez beau avoir le meilleur produit, le meilleur service, si vous n'avez pas
une expérience optimale, ça ne marchera pas. Troisième composante à prendre en compte, c'est le n'importe où et n'importe quand. La relation client a complètement bouleversé aussi le rythme, les événements, les points de contact, de sorte que finalement le client, lui, il ne fait pas la différence entre sa sphère privée et sa sphère professionnelle. Donc, il veut que l'entreprise ou le produit ou le service soit joignable n'importe quand, n'importe où. Donc ça, c'est important. Et enfin, être dans du full digital, au-delà de l'omnicanalité, c'est avoir des processus complètement dématérialisés. C'est le concept, en fait, si je reprends ces 4 composants de parcours client Atawad, anytime, anywhere, any device. Autre élément à prendre en compte, c'est là qu'on parle de canaux, c'est la continuité omnicanal sans couture. J'ai plusieurs canaux, plusieurs points de contact. C'est comment réconcilier tous ces points de contact, comment, lorsque j'initie un acte sur un canal, je m'y retrouve sur un autre canal. Voilà, tout ça, c'est un élément fort pour le client. Je veux juste rappeler ce qu'on entend par canaux de contact. Vous avez effectivement toute la partie Internet, fixe, mobile. Vous avez la partie point physique, qui soit des magasins, des agences bancaires, assurances et autres points de distribution. Les réseaux sociaux, que je considère pas nécessairement comme un canal, mais que je considère comme étant plusieurs canaux. Dans le téléphone, j'intègre aussi bien la relation que vous pouvez avoir qu'un client peut avoir, avec un téléconseiller, un vendeur, que les relations avec des plateformes téléphoniques. C'est un canal qui, malgré tout, a regain d'intérêt pour plusieurs raisons. C'est vrai qu'à un moment donné, le client aime bien avoir un contact humain, puisqu'on est vraiment sur de l'émotion, au-delà d'un contact physique. Donc, le développement de chatbot, voicebot aussi vont dans ce sens-là. Et c'est aussi le développement du concept du digital, c'est-à-dire que tout ne peut pas être que digital. Et à un moment donné, le client, lui, aimerait avoir quelque part en face de lui une personne qui puisse réagir et comprendre son émotion et dégager de l'empathie. Et enfin, de manière, même si anecdotique, j'indique le canal courrier qui reste encore présent dans le domaine de la banque et de l'assurance quand il s'agit de mettre en place des contrats, mais qui petit à petit suit aussi une voie vers la dématérialisation. Donc voilà, quand on parle omnicanal, c'est comment je vais pouvoir intégrer tous ces canaux dans les cycles clients, dans les interactions clients et surtout assurer une cohérence entre tous ces canaux. C'est-à-dire quand je suis sur Internet, quand je suis sur un réseau social, quand je téléphone, quand je suis sur un point physique, je dois retrouver la même information, quelle que soit mon interaction et le moment de mon expérience client avec l'entreprise. La force des réseaux sociaux, c'est vrai que les consommateurs sont rendus consommateurs. La force des réseaux sociaux leur permet vraiment de véhiculer une image, un avis sur un produit, sur un service. Aujourd'hui, un client peut faire du mal à une entreprise. Les influenceurs peuvent aussi influer dans tel ou tel sens sur l'image d'une entreprise. C'est aussi les raisons pour lesquelles les entreprises font appel à des influenceurs. Donc c'est vrai qu'on a maintenant un client à la capacité finalement d'adresser une communauté assez importante de personnes ou par rapport à l'avis qu'il donne. Donc c'est vraiment important d'être présent et d'utiliser ces canaux réseaux sociaux. Alors pourquoi j'utilise ces canaux? La stratégie ou la façon de communiquer va être différente qu'on soit sur Facebook, sur Twitter, Instagram, Pinterest ou LinkedIn. Donc ça, les clients l'ont très bien compris. On rentre avec les réseaux sociaux finalement dans la sphère privée du client et les entreprises finalement vont essayer de rentrer dans cette sphère privée pour vraiment avoir cette relation individuelle exclusive avec les clients. Donc c'est vraiment les canaux aussi aujourd'hui que privilégient les clients et donc que les entreprises devront aussi privilégier. On a parlé canaux, on a parlé
omnicanalité, on a parlé des 4 E, de l'émotion, de l'expérience. On va maintenant parler de personnalisation. C'est vrai que dans la partie exclusive, la partie vraiment individualisation, c'est comment faire en sorte qu'il y ait une perception d'une relation unique entre une entreprise et un client. Je prends l'exemple de Coca-Cola qui, il y a quelques années, a eu l'idée de mettre des noms, des prénoms sur des bouteilles. Malgré tout, c'est relativement simple et ça a pourtant eu comme impact vraiment d'augmenter le nombre de ventes de Coca-Cola. Et on n'était pas réellement encore dans l'individualisation, on s'adressait à des segments, des groupes où on disait, ben voilà, c'est tel prénom, mais on sent que vraiment le client a perçu qu'il y avait une prise en compte finalement de son individu, de sa personnalité. Maintenant, on va aller beaucoup plus dans la personnalisation, on va faire ce qu'on appelle de l'ultra-personnalisation, quasiment de l'intuition-personnalisée, et de l'individualisation. Je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est dans le secteur automobile. Au départ, les constructeurs automobiles avaient quelques modèles de voitures. Et les clients devaient choisir dans ces modèles-là. Aujourd'hui, il y a tellement de configurations possibles, tant au niveau de la couleur, des options, de la motorisation, que quand vous prenez une voiture, on peut quasiment dire que finalement, il n'y a pas d'autre voiture unique quand vous faites le croisement finalement de toutes ces options. Et c'est la tendance. Donc là, les constructeurs ont réussi à le faire. Maintenant, c'est comment est-ce que vous, à votre niveau, vous allez pouvoir faire en sorte que vos produits ou vos services, finalement, vous les adressez à une personne en particulier. Le self-care est aussi quelque chose qui se développe de plus en plus où finalement le rôle du vendeur, du conseiller, il est laissé au client. Donc c'est le client qui s'autogère. Donc c'est important parce que c'est le client qui va aussi décider. Mais à un moment donné, il faut se dire à quel moment vous, l'entreprise, reprenez la main sur la relation avec le client. Et enfin, on parle beaucoup de big data dans la partie analyse de données. Le deuxième exemple que je vais prendre en termes de segmentation, c'est Netflix. Netflix, ça a plus d'une centaine de segments, donc ça a été très très poussé et ils ont identifié tous ces segments grâce à l'analyse de l'ensemble des données qu'ils collectent sur les usages et la consommation de leurs clients. Et donc quand vous connectez, quand vous êtes abonné sur Netflix, vous avez énormément de recommandations qui sont basées là-dessus. Donc là, on est vraiment sur de l'ultra-personnalisation. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'entreprises qui a une segmentation avec une centaine de segments. Donc là, on sent vraiment qu'il y a de l'ultra-personnalisation et surtout qu'il y a une prise en compte grâce à l'analyse de la donnée du big data, de tous les usages et du comportement des collaborateurs, des clients, pardon. Enfin, avant de passer à des choses vraiment plus concrètes, applicables par la mise en place de programmes de transformation, il est important de quantifier, d'évaluer la relation qu'on peut avoir avec les clients, l'expérience client. Et jusqu'à présent, on avait des indicateurs somme toute classiques. J'en cite quelques-uns. Le taux de rebond, qui est finalement le taux ou le moment à partir duquel le client décroche parce que il commence un parcours, que ce soit sur le mobile, sur Internet, même un canal physique, et puis à un moment donné, il fait demi-tour, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à aller jusqu'à une concrétisation. Autre chose qu'on mesure, c'est le taux de refus, c'est la proportion de visiteurs, notamment sur un site web ou une application mobile, qui n'ont pas trouvé le produit. On parle aussi du NPS, du sacro-saint Net Promoter Score, qui est le taux de recommandation. Dans quelle mesure, finalement, un client peut vous recommander auprès de sa communauté, de son entourage. Et puis, on parle aussi de taux d'engagement. Donc ça, je dirais que ce sont des indicateurs plutôt traditionnels, encore une fois, qui sont très quantitatifs et qui sont quand même très centrés sur une vision interne de l'entreprise ou la vision que se fait l'entreprise, finalement, de ses clients. Maintenant, on évoque beaucoup plus des indicateurs qui touchent aux clients et beaucoup plus à la personnalité et qui sont probablement beaucoup plus d'ordre qualitatif. Et c'est ce qui permet vraiment
de mesurer, de quantifier l'adoption d'un client pour une marque, pour un produit, pour un service. Donc on parle de Customer Effort Score. C'est l'effort que fait un client pour souscrire à vos produits ou à vos services. On parle de Customer Satisfaction Score, c'est le taux de satisfaction client, mais pas le taux de recommandation, c'est déjà lui, est-ce qu'il est satisfait? Et on évoque aussi des capacités qu'a l'entreprise ou que devrait avoir l'entreprise à résoudre des problèmes lors d'un premier contact. Il est important aussi d'identifier la fréquence de dialogue que peut avoir une entreprise avec ses prospects et ses clients, le nombre d'expériences sociales qui sont créées, générées avec le client, et pouvoir aussi mesurer l'émotion du client tout au long de son parcours, c'est-à-dire de ses expériences avec l'entreprise. Finalement, l'expérience client, pour synthétiser cette première partie, elle repose sur 3 piliers qui sont la considération, qu'un client souhaite que son entreprise ait pour lui, la simplification en termes de process, parcours, des choses vraiment facilement réalisables pour les clients, et puis l'émotion, puisque finalement c'est ce qui va déclencher l'acte d'achat. Quelque part, quand on parle d'expérience client, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a de multiples expériences clients sur les multiples canaux, les multiples interactions. On a plusieurs types d'expériences clients. On a une expérience qu'on peut qualifier d'éducatrice, c'est-à-dire c'est l'expérience avec laquelle le consommateur va apprendre. On a une expérience divertissante, c'est une expérience avec laquelle le consommateur va se distraire. L'expérience esthétique, l'expérience avec laquelle finalement le client ou le consommateur va s'émerveiller, en fait l'expérience d'évasion qui va faire vivre l'expérience au client. Donc c'est important de se dire que finalement l'expérience elle n'est pas unique, elle est multiple, donc il faut prendre en compte toutes ces composantes et qu'il y a aussi toutes ces composantes à prendre en compte sur tous les canaux. Donc voilà pour cette première partie, pour le rappel de ces fondamentaux, surtout voir comment ils ont évolué au fil des années par rapport aussi aux usages et aux nouveaux modes de fonctionnement des consommateurs, des clients. Comment réussir son programme de transformation? Alors il est important finalement dans ces programmes de transformation tout d'abord de concevoir une roadmap digitale, une stratégie digitale. Alors c'est vrai que j'ai mis digital parce qu'on est dans la partie qui nous concerne liée aux nouvelles technologies, mais finalement ce qui est important c'est pas tant le terme digital, c'est roadmap, c'est comment je vais pouvoir tracer une feuille de route et surtout à une époque où les entreprises avaient plutôt tendance à faire des plans moyen terme sur 5-10 ans et aujourd'hui en fait on est sur des cycles beaucoup plus courts. Quand on travaille sur une roadmap digitale, c'est 2-3 ans maximum. En fait, il y a une telle on a des cycles qui sont de plus en plus courts, on a des clients qui sont de plus en plus volatiles, une concurrence de plus en plus accrue, donc il faut constamment innover, constamment proposer de nouveaux parcours, de nouvelles expériences, etc. Donc c'est la raison pour laquelle finalement on travaille sur des cycles courts pour avoir des capacités d'adaptation et de flexibilité vraiment importantes. Quand on travaille, là je prends l'exemple d'un client sur une roadmap digitale, on va identifier finalement tous les chantiers qui répondent ou qui concourent à l'ambition et à la stratégie de l'entreprise sur les 2-3 ans à venir. Donc qu'ils soient autour de la relation client, autour de l'intelligence collective, autour des process, des métiers, de la conduite de changement. Et on va vraiment identifier ce qui est le plus important et essayer de mettre en cohérence tout cela. Ça me fait penser à une expérience qu'on a menée chez un client, un gros industriel, plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui commercialise des produits en B2B où 90% de son business est réalisé par un réseau de distribution, qui plus est, le réseau de distribution est multimarque. Donc on a accompagné ce grand groupe pour définir sa stratégie relation client. On a travaillé sur des segmentations, sur des cycles de vie, et faire en sorte finalement que ce client-là s'oriente plutôt vers un mode B2C en passant par du B2B et en travaillant vraiment sur l'importance d'innover par les services
plus que par les produits. Donc, on a mené cette mission de stratégie de relation client qui a conduit aussi à une des deux choix de solutions. Et assez rapidement, on s'est aperçu finalement que dans l'entreprise, il y avait d'autres chantiers, notamment le développement d'extranet, de portail, de la mise en place de data lake qui étaient adhérents. Et on leur a dit, attendez, vous ne pouvez pas être en mode silo sur chacun de ces chantiers, sachant que tout est cohérent. Un client va le voir quand il s'adresse à l'entreprise par Internet, qui a un projet de type CRM via Internet, ensuite qui s'adresse à des points de distributeurs et qui voit qu'il n'y a pas de cohérence. Donc, ça ne va pas être cohérent. Et qui puisse l'expérience client, le développement de l'expérience client, elle est transverse dans l'entreprise. L'expérience client n'est pas propriété d'une direction marketing ou une direction de l'expérience client. Donc, c'est important de pouvoir allier tous ces chantiers. Donc, on leur a dit, écoutez, vous avez vraiment intérêt à créer un programme transverse dans l'entreprise qui soit le programme expérience client et d'aligner, de mettre en adhérence tous ces chantiers. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait dans une roadmap, dans une stratégie digitale. Et vous avez après une représentation, comme je l'ai faite là sur la droite, à 2-3 ans, où on arrive vraiment à mettre en cohérence tous ces chantiers-là. Donc voilà, premier point important, définir une roadmap digitale. Mais encore une fois, la roadmap n'est pas que digitale. Quand vous travaillez sur de l'interne, sur du chum, c'est pas que digital. Et surtout que ça réponde à une ambition de l'entreprise sur les 2-3 ans à venir. Deuxième point qui me paraît important, une fois que vous avez défini votre roadmap, c'est travailler sur les différents parcours clients. Encore une fois, on n'est pas exclusif en termes de parcours. Vous avez différents canaux, points de contact, différentes cibles clients. Comment mettre en place tous ces parcours? Alors, je fais juste un petit focus sur les clés de l'expérience client qui va conditionner aussi le choix de la mise en œuvre de ces parcours. Il y a quelques éléments à prendre en place, à prendre en compte, excusez-moi, dans l'expérience client. Le premier, c'est bien connaître ou mieux connaître sa cible et segmenter. Segmenter pour, encore une fois, personnaliser à outrance. Deuxième élément à prendre en compte, c'est comment on va pouvoir valoriser les produits et les services pour répondre aux besoins des clients. Troisième point à prendre en compte, c'est l'intégration des parcours dans la vie du client. Alors, je ne voudrais pas vous décevoir, mais le client n'a pas une relation exclusive avec une seule entreprise, avec votre entreprise. Le client est en relation avec plein d'entreprises, plein de tout type, qu'il soit du B2B, B2C, etc. Et finalement, votre entreprise et vos parcours vont s'intégrer déjà dans des parcours existants. Donc, il faut qu'il y ait quand même une certaine cohérence. C'est-à-dire qu'un client, lui, ne verra pas la différence entre plusieurs entreprises. Lui, ce qu'il veut, finalement, il a une vision utilisateur. Il veut effectuer un acte de gestion, il veut effectuer un achat, une commande, etc. Il n'a pas à se dire, bah, tiens, avec telle entreprise, je dois modifier ma façon de penser, mon schéma de pensée, parce que les produits on les souscrit de telle manière. Avec telle autre entreprise, si je veux un conseil, c'est plutôt comme ça. Non. Donc, c'est à vous réellement de vous adapter à l'environnement du client. Quatrième élément, c'est définir les valeurs et les moments de l'expérience client. Et à quel moment finalement le client on le laisse autonome, à quel moment on cherche à rentrer en contact, comment on lui exprime vraiment notre considération, donc ça c'est important. Autre élément, c'est comment pouvoir mesurer la qualité de l'expérience client, donc on a déjà un petit peu évoqué la partie indicateur, et puis comment capitaliser, itérer. Encore une fois, on est sur des cycles courts, des cycles où il faut constamment s'adapter. Donc, on est sur des méthodologies où on va itérer. On va faire du test and learn, on va faire de l'A/B testing. Deuxième chose qu'on est amené à faire, c'est d'écrire des processus métiers. Bon, là, j'ai pris un exemple, c'est pas tant l'exemple qui est important, mais c'est de dire, voilà, on est amené à décrire une cinématique avant de définir des parcours. Et puis, on travaille aussi sur des cycles de vie client, donc suspect, prospect client, les cycles de vie, les moments clés, et comment je maintiens cette relation client avec la mise en place des programmes de fidélisation. Quand on fait ça, finalement, on a une vision qui est quand même très centrée entreprise, et c'est la vision qu'a l'entreprise du client. On travaille un petit peu sur l'innovation, mais on est ce qu'on qualifie comme innovation descendante. Finalement, c'est l'innovation qui vient de l'entreprise. Et l'enjeu, c'est de se dire comment je vais pouvoir finalement
essayer de percevoir ou de comprendre les attentes du client et faire de l'innovation ascendante, finalement récupérer ce que pense le client pour intégrer dans ma stratégie. Donc ce qu'on fait là est bien, mais finalement vous n'avez qu'une vision parcellaire dans le design de vos parcours clients de ce qu'il faudrait faire et de ce que sont réellement les attentes du client. Donc on va travailler sur de la nouveauté. Donc là, on utilise ce genre de matrice où au-delà des fameux 4P, ben on rajoute des axes d'analyse que sont le processus, que sont la preuve, la partie personnalisation, la partie permission et puis pourpre. Alors je fais une petite parenthèse. Pourpre, c'est vraiment l'image de la vache pourpre. C'est qu'est-ce qui va faire que finalement un client va trouver. C'est l'effet waouh. Il va trouver le produit, le service qui répond complètement à ses besoins, qui est d'une nouveauté, qu'il ne voit pas par ailleurs. Et donc on va voir finalement par rapport à chacun de ces axes, finalement, quelles sont les attentes. Comment les nouvelles technos vont pouvoir répondre à toute partie de ces éléments, quels vont être les nouveaux services, les nouvelles données. Donc c'est là où on commence à réfléchir finalement à l'innovation, mais l'innovation qui vient de l'extérieur, qui vient du client. Autre chose qu'on est amené à faire, c'est travailler sur l'expérience map. Alors qu'est-ce que l'expérience map? L'expérience map, finalement, c'est le cycle émotionnel de votre client avec l'entreprise. Alors malheureusement, ce cycle n'est pas toujours au top, il n'est pas toujours vert. Donc sur l'axe des ordonnées à gauche, vous avez finalement l'émotion du client, où vous avez une ligne de flottaison au milieu qui est où le client n'est pas satisfait pleinement, n'est pas complètement insatisfait, bref, il a pas réellement d'opinion. Et quand vous allez plus vers la partie verticale, vous avez un client qui est complètement satisfait, enchanté, et quand vous allez tout en bas, vous avez un client qui est complètement insatisfait. Donc, tout au long de cette relation avec le client, on va suivre l'émotion du client et on va s'intéresser davantage à ce qu'il y a sous la ligne de flottaison, donc la facile d'énergie de Landsberg, où on va essayer vraiment de suivre les irritants, les points rouges, et c'est vrai qu'on a souvent tendance à voir ce qui est positif et de ne pas s'intéresser à ce qui est en bas à corriger. Donc là, dans la partie design de l'expérience client, on va vraiment s'intéresser à ces points-là. Et aujourd'hui, un client, quand il est satisfait, il change d'entreprise, il change de produit, il change de service. Et des lois comme la loi Hamon favorisent justement ce taux de churn. Donc c'est important quand vous travaillez sur l'expérience client, sur le design de parcours, de se dire mais qu'est-ce qui va faire en sorte que mon client il va rester. Donc on va travailler vraiment sur ces points-là. Autre chose qui est importante, c'est vrai qu'on a ce qui est perçu de l'entreprise et se dire, moi j'aime bien le concept data as a better ID, ça veut dire que finalement mon analyse des consommations des usages va me dire quelle est la meilleure idée que je dois pousser pour le client. Et ça, aujourd'hui, la technologie le permet. L'agrégation, la collecte et de l'ensemble des données, où qu'elles soient sur les différents parcours, les points de contact, les interactions, etc., aide énormément à travailler sur des expériences clients. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Une fois qu'on a défini tout ça, on va vraiment concevoir l'expérience client, l'expérience utilisateur, avec une approche déjà UX, design, et puis une approche aussi UI. Alors UX, c'est toute la partie, on va dire, cinématique, comment je vais enchaîner les différentes étapes, mes fonctions, et la partie UI, c'est la partie vraiment visible. Qu'est-ce qui va faire en sorte que mon ergonomie, mon parcours, il est fluide, il s'intègre bien, je peux vraiment m'y retrouver. Donc on met en place ce genre de méthodologie, souvent sur un rythme d'une semaine, en mode design sprint, en mode itératif, où très rapidement on itère sur des parcours, on met en œuvre, on teste, et on vérifie que ça marche ou pas. Quand on dit qu'on vérifie, on le fait soit sur un pilote, sur un segment, avec une capacité de pouvoir généraliser très très vite. Autre chose qu'on prend en compte dans la recherche de l'expérience client et surtout dans une volonté d'acquérir très très vite de nouveaux clients, c'est le concept de growth marketing. On va travailler sur la segmentation, sur l'offre et surtout on va s'intéresser vraiment aux réseaux sociaux et se dire finalement comment je vais pouvoir tester mon contenu sur tel canal, sur telle offre, par rapport à tel message, qu'est-ce qui va faire que ça va marcher ou pas, qu'est-ce qui va faire que ça va prendre. Donc on est vraiment sur l'A/B testing, c'est-à-dire que je vais tester un contenu, un deuxième, je vais voir lequel marche, je vais pousser le premier, le deuxième, etc. Donc on est vraiment
encore une fois sur du design en mode agile, souple, itératif, avec une capacité vraiment d'itérer, de revenir en arrière. Et ce qui est important, c'est suivre aussi le comportement des utilisateurs. Là, aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui permettent de le faire, que ce soit de l'analytique sur les réseaux sociaux, que ce soit l'analyse, la collecte de la donnée par rapport à la mise en place vraiment d'outils d'analyse de données. Donc, c'est vraiment extrêmement important aujourd'hui d'être dans ce mode-là. Je vais juste vous donner quelques réflexions sur l'architecture. L'architecture, si, bon, alors là, c'est un exemple, hein. C'est pas tant important pour dire que c'est ce qu'il faut faire, mais aujourd'hui, bon nombre d'entreprises vivent sur un système historique qu'on appelle souvent un système d'information legacy, avec parfois une faible capacité à le faire évoluer, avec, pour certains acteurs, je pense notamment au secteur de la banque et de l'assurance, une forte contrainte réglementaire qui empêche aussi l'innovation. Ce qui est important, c'est mettre en place des solutions, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le cloud favorise grandement les choses, mettre en place des plateformes de services qui soient performantes, et comment vous allez pouvoir proposer des solutions CRM, des portails, de l'intelligence collective, de la mobilité, des solutions d'analyse de la data à vos clients pour développer la meilleure expérience possible. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte dès le début de vos projets, parce que vous avez beau avoir de bonnes idées, tout ça, si la technologie ne suit pas, là, vous risquez vraiment de perdre vos clients. Donc, il y a aussi ce qui est important dans ce genre de stratégie, c'est la stratégie autour de la donnée. Comment mettre en place vraiment un data lake pour consolider, agréger l'ensemble des données que vous allez devoir analyser et intégrer dans votre vision client. En fait, je terminerai par trois exemples qui me semblent assez pertinents pour illustrer un petit peu mes propos. Alors, voilà, sur ce que font aujourd'hui les acteurs, sur les parcours, sur l'expérience client, et qu'est-ce qui fait que, sur base de ces exemples, finalement, ça marche et ça répond aussi aux attentes des clients. Le premier exemple, c'est Oui SNCF. Alors, Oui SNCF, on ne peut pas dire que la SNCF soit une start-up, donc on est quand même sur un acteur, je dirais, historique, qui, malgré tout, se transforme. Aujourd'hui, voilà, vous avez quelques copies d'écran de ce qu'est la relation entre la SNCF et les clients. C'est vrai qu'on a quand même un design très, très épuré. On a quand même la possibilité de vraiment d'avoir des recommandations. On utilise de la géolocalisation. On a des recherches intelligentes. On a une possibilité de faire du conversationnel. Bref, ça c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est Luco. Alors Luco, c'est une société, une start-up dans le domaine de l'assurance, accès assurance habitation. Et eux, le choix qu'ils nous ont fait, au même titre que je mets juste à côté Conto, qui est une néobanque, c'est vraiment être tout de suite en mode conversationnel. C'est-à-dire que vos clients, vous les adressez, vous les interpellez, ou le client interpelle l'entreprise. Et on n'est pas du tout sur un mode où je vais rentrer par telle expérience, choisir tel produit, tel fait, etc. Non, je m'adresse à, comme si j'avais à côté de moi, finalement, un vendeur, si, finalement, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça. Et on très vite intégré le conversationnel. C'est vrai que c'est assez innovant, ça peut être déroutant pour certains, mais c'est aussi quelque chose qui, aujourd'hui, dans une considération par rapport à votre cible qui est quand même essentiellement mobile, des choses qui répondent aussi à des attentes de certains segments de consommateurs. Évidemment, quand on regarde ces quelques parcours, qu'est-ce qui fait aussi que ça marche? C'est déjà, on est sur une relation mobile first. Encore une fois, le design, la fluidité, la simplicité est complètement basée sur du mobile. Deuxième chose qui marche, c'est des canaux qui sont adaptés. Vous avez intégré du chatbot, des Google Assistant, des Facebook Messenger. Vraiment, on est encore une fois sur la complémentarité des réseaux sociaux et comment je peux pouvoir adresser réellement dans la sphère privée par rapport à ces différents points de contact. Troisième chose qui marche bien dans les designs de parcours, c'est le digital. C'est qu'à un moment donné, dans les applications que je vous ai présentées, le client a la possibilité vraiment d'avoir un contact téléphonique, un contact avec quelqu'un, conseiller. Et ça,
on a beau dire qu'on est sur des parcours complètement digitalisés, le client s'attend toujours à avoir cette relation humaine avec l'entreprise. Quatrième élément qui est intéressant à prendre en compte, c'est l'automatisation des processus middle et back-office. C'est vrai que là, on ne le voit pas, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a cette instantanéité, ces recommandations, cette facilité, cette rapidité d'émettre des devis, de faire des commandes, d'acheter tel ou tel produit? C'est que derrière, vous avez automatisé un certain nombre de processus. Alors, on parle beaucoup de RPA, qui fait que finalement, vous êtes beaucoup plus rapide et réactif. Donc, on est vraiment, encore une fois, dans l'instantanéité, c'est ce que recherchent les clients. Et enfin, il y a beaucoup d'innovations, on ne le voit pas forcément à travers des exemples que je vous ai indiqués, mais les objets connectés, notamment dans le domaine assurantiel, tout ce qui tourne autour de la domotique ou de l'automobile, en fait, ont cette capacité finalement à agréger, à récupérer un certain nombre de données de vos usages, de vos consommateurs, et adapter finalement votre consommation à vos usages. Et ça, effectivement, on le voit assez bien dans les différents parcours aujourd'hui, et c'est ce qui rend quand même ces parcours assez, assez innovants, et surtout qui fait que en fait, on arrive vraiment à toucher le client au cœur de sa préoccupation et à dégager de l'émotion. En synthèse, en fait, je voulais vous donner quelques clés. Encore une fois, on pourra aller plus loin en fonction de vos problématiques qui de mon point de vue, sont basées sur nos retours d'expérience, mais qui sont vraiment à prendre en considération quand on cherche à réinventer l'expérience client. Le premier élément, c'est bien définir sa roadmap. Encore une fois, roadmap digital, c'est important de se dire à quelle ambition je vais répondre et quelle sera finalement ma feuille de route pour répondre à cette ambition. C'est aussi souvent révélateur de la raison d'être d'une entreprise, les valeurs qui s'en dégagent. Deuxième point important, c'est mettre en cohérence tous les projets en lien avec leur relation client. Encore une fois, des projets qui ne sont pas toujours orientés digital. Là, on parle de marketing digital, d'expérience client, tout ce qui tourne autour de la data, de l'urbanisation des processus d'information, mais aussi tous des processus internes autour notamment de l'intelligence collective. Troisième élément, c'est vraiment, une fois que vous avez fait ça, c'est identifier des parcours clients, éventuellement les prioriser, mettre en place un système d'information ouvert et flexible. Donc, on a évoqué l'urbanisation, l'importance des référentiels clients, comment je vais pouvoir mettre en place des plateformes de type Data Hub pour collecter l'ensemble des données, pour faire de l'analyse client et des recommandations, et être plus performant dans mon design de parcours. Autre élément à prendre en compte, c'est assurer la cohérence des différents canaux afin d'être complètement omnicanal. Donc, canaux, point de contact, cohérence et assurer une continuité de bout en bout. Et enfin, quand on parle de programme de transformation, c'est aussi accompagner la transformation en interne afin de s'assurer l'engagement des collaborateurs. Effectivement, ça passe avant tout par de l'interne. Aujourd'hui, quand même, vos premiers ambassadeurs de votre marque, ce sont quand même vos collaborateurs. Et il est important vraiment de les accompagner, de mettre en place des solutions, notamment autour de l'intelligence collective, qui les aident aussi dans leur métier, qui les aident aussi à se transformer. Donc voilà, je voulais en ce peu de temps vous donner quelques clés de lecture, d'analyse sur la relation client, c'est comment mettre en place des programmes de transformation de la relation client, comment réinventer aussi cette relation client, et qu'est-ce qui fera que finalement demain vous arriverez vraiment à déployer tous ces différents chantiers. Donc je vous remercie vraiment pour votre attention, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous, si vous avez des questions particulières ou si vous voulez qu'on creuse tel ou tel sujet.